Vous le savez, le CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, a pris la parole devant le board de Microsoft pour essayer de les convaincre d'acheter du Bitcoin. Microsoft a dit non à l'ajout de Bitcoin dans sa trésorerie. Deux entreprises avec micro dedans, il fallait bien qu'il y en ait une des deux qui tourne le dos à Bitcoin. En gros, le board de Microsoft a déconseillé aux investisseurs de voter pour et les investisseurs ont voté contre. Ils ont jugé la proposition inutile et ont même invoqué la volatilité du Bitcoin comme un risque majeur pour la gestion de sa trésorerie. MicroStrategy, quant à eux, réalise un nouvel achat de Bitcoin et maintenant ils contrôlent 2% de la supply de Bitcoin. Avec ce nouvel achat de 21 550 Bitcoin pour 2,1 milliards de dollars, MicroStrategy détient maintenant plus de 2% de la supply, c'est-à-dire 423 000 Bitcoin. Et pour être franc, ça doit être au moins 4 ou 5% de la supply liquide. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo Bitcoin est plus rare que vous ne le pensez, je pense très sincèrement qu'ils détiennent 3 ou 4% des bitcoins en circulation. Il va se passer quoi pour MicroStrategy en bear market? Bah déjà, c'est peut-être eux qui vont nous mettre en bear market, parce que si MicroStrategy se met à vendre des bitcoins, autant dire que ça va être complicado. Hein. Et à force de distribuer des actions à tout le monde pour pouvoir émettre de la dette et racheter du bitcoin, bah tu vends tes parts. Et quand tu vends tes parts, tu vends ta gouvernance. Et donc s'ils veulent vendre, c'est pas forcément Michael Saylor qui va pouvoir dire non, on garde les bitcoins. Donc il peut être amené à vendre. Et là, autant dire que ça s'appelle déboucler une position. Notre cher collègue de la Société Générale, ancien de la Société Générale, le trader Jérôme Kerviel, sait ce que c'est de déboucler une très grosse position en peu de temps. En gros, tu dois vendre, et c'est ce qui peut se passer si jamais on a MicroStrategy qui commence à déboucler. Et puis c'est même pas qu'une question de vendre, c'est ils vont vendre, ça va faire baisser les prix, ça va faire peur aux gens, les gens vont avoir peur que les prix baissent, donc les gens vont vendre, ça va faire baisser le prix. Donc MicroStrategy va devoir vendre encore plus, ce qui va faire baisser les prix. Et puis là, voilà, là il y aura quelques lives compliqués, des moments durs qu'on va se partager, hein, mais je serai là pour vous en parler, dans la douleur, dans le sang, mais toujours avec hacheur. C'est ce que je vous explique, à croire que je l'avais prévu, dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo qui explose de plus en plus. Vous vous rendez compte que je l'ai mis en ligne? Elle a fait 70 000 vues la première semaine, elle n'a pas pété. Et 3 semaines après, elle se remet à faire plus de vues que la semaine de lancement. Vous vous rendez compte? Je suis content. Ça veut dire que j'étais pas simplement là au bon endroit sur un bon sujet, mais que je suis également arrivé au bon moment. Je dirais même que j'ai pré-shot. J'étais en avance de phase sur un sujet qui allait intéresser le monde entier. Pas du tout. Mais ça intéresse au moins les gens francophones qui s'intéressent à la crypto et à l'impact que MicroStrategy pourrait avoir. Donc on a réuni ces 18 personnes et elles regardent ma vidéo en boucle. Je vous invite à le faire si c'est pas le cas. Je pense vraiment que c'est un sujet qui peut vous intéresser. MicroStrategy rentre au Nasdaq 100. Pourquoi c'est intéressant? Il faut comprendre comment fonctionne un fonds d'investissement indiciel. Il existe des fonds d'investissement plutôt passifs qui vont regarder et qui vont se positionner sur des titres qui sont dans un certain indice. Le Nasdaq 100, c'est un indice qui reprend une centaine d'entreprises technologiques américaines qui a tendance à bien performer, en tout cas je pense qu'on peut le dire. Dans l'histoire, entre guillemets, je pense qu'on peut dire que pour l'instant, ça performe plutôt bien. Tout ça pour dire que la plupart de ces fonds se positionnent sur ce genre de titres qui offrent peut-être en moyenne 10% de performance depuis peut-être 10 ou 15 ans. Et le fait de faire rentrer MicroStrategy dans cet indice, ça fait que certains fonds vont automatiquement acheter du MicroStrategy. Un fonds d'investissement, il va avoir ce qu'on appelle une allocation. Cette allocation va répartir intelligemment et structurellement, par exemple, 8% sur Apple, 6% sur Amazon, 4% sur telle entreprise, etc., etc. Le fonds va gérer son allocation et va décider de rajouter certains titres ou non en fonction du fonds. Ce qui veut donc dire que quand MicroStrategy est ajouté au Nasdaq 100, ce qu'il se passe, c'est qu'automatiquement, des fonds d'investissement qui détiennent beaucoup de liquidités vont s'exposer mathématiquement à MicroStrategy. MicroStrategy profite donc naturellement de cette annonce, parce qu'on sait qu'il y a de la liquidité qui va rentrer. MicroStrategy qui est en préouverture à 411 $. Et vous le savez bien, MicroStrategy, plus ils sont en bonne santé, plus ils peuvent emprunter. Plus ils peuvent emprunter, plus ils ont de l'argent. Plus ils ont de l'argent, plus ils achètent. Et oui, il n'y a aucune blague, ils achètent du Bitcoin. Autant vous dire que ça peut potentiellement pousser Bitcoin à la hausse et ça peut le pousser sur une pression acheteuse. Encore une fois, on ne le saura jamais. Mais il y a un truc qui est certain, c'est que si ça déboucle, ça peut faire vraiment beaucoup de mal. Les amis, je continue. La Société Générale, en tout cas Société Générale Forge, réalise une opération inédite sur la blockchain avec la Banque de France. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte, et ça y est, et vous allez le voir bientôt les gars, il y a de la grosse banque qui va faire des annonces crypto bientôt. La vision en tout cas française des crypto-monnaies est sur le point de vraiment changer. Il va y avoir pas mal d'ouvertures et on s'en rend compte, ils commencent à faire des opérations. Société Générale qui justement avec la Banque de France
réalise une OP. La Société Générale a déposé en garantie auprès de la Banque de France des obligations émises en 2020 sur la blockchain publique Ethereum en échange de la monnaie numérique de la Banque centrale, MNBC, émise par la Banque de France sur sa blockchain DL3S. Alors, il y a plein de choses à lire là-dedans. Une banque, ou en tout cas une société qui est détenue par une banque, a déposé en garantie auprès de la Banque de France, donc organisme d'État quoi, des obligations, donc de la dette, émise en 2020 sur une blockchain publique, Ethereum, en échange d'une monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire une crypto-monnaie émise par un État qui n'est pas décentralisé sur sa propre blockchain DL3S. C'est une base de données, hein, c'est super centralisé, pour faire très simple. Ça reste intéressant, ça montre la direction que ça prend, ça montre l'ouverture, ça montre l'intérêt pour ces technologies et pour ces sujets. Par contre, ça n'a de blockchain et de crypto-monnaie, je dirais pas que le nom, c'est pas vrai, parce qu'on rentre quand même dans la tech, et pour être franc, faut pas critiquer tout ce que fait notamment Société Générale Forge, parce qu'ils sont quand même avant-gardistes, et puis c'est des brutes, les mecs, ils bossent très très bien. Mais il est vrai que dans l'idéologie blockchain, crypto, décentralisation, on est quand même relativement loin de Bitcoin. Voilà, ça fallait être capable de le dire. Les amis, BlackRock a pris la parole en disant qu'il est raisonnable de posséder 2% de son portefeuille d'investissement en crypto-monnaie, notamment sur Bitcoin. C'est quand même assez dingue, parce que tant vous dire que s'il y a 2% des actifs de la planète qui sont positionnés sur Bitcoin, ça va faire mouner un petit peu la supply. Donc c'est une info qui a fait du bruit. Et ils disent bien raisonnable. C'est un appel à l'investissement pour moi, ça. 1,7 milliard de dollars de volume en 2 jours pour les ETF BlackRock, Grayscale et Fidelity, ce qui est quand même très intéressant. On est passé d'un Ether qui globalement avait des liquidités sortantes, majoritairement, on avait un total qui était négatif, c'est-à-dire que du listing des ETF Ether le 25 juillet jusque le 12 novembre 2024, il y avait des volumes négatifs, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui sortaient de l'ETF Ether qu'aujourd'hui. Et regardez cette inversion de tendance. On est à 2300 milliards de dollars de volume entrant par rapport au volume qui était sortant jusque-là. Ether est en train de regagner de la puissance, quoi, ce qui est relativement intéressant. Donald Trump a accumulé 50 millions de dollars d'Ether, en tout cas, et ils en ont racheté, je crois, cette semaine, 5 millions de dollars d'Ether. 5 millions de dollars d'Ether, c'est ce qu'ils ont eu dans leur levée, et je crois qu'ils ont changé une partie des 11 millions de stablecoins qu'ils avaient en Ether également. Ils sont réellement positionnés sur l'Ether. En 2024, Binance a enregistré 22 milliards de dollars de flux entrants net. De flux entrants net, c'est du spot les gars, c'est pas du volume, hein. 22 milliards de dollars de flux entrants net, et ça reste le numéro 1 de tous les exchanges. C'est un truc de fou, hein. Binance et Circle s'associent pour propulser l'USDC. C'est un très très bon move qu'ils ont réussi à faire. Je pensais pas qu'il y aurait de la complicité entre Binance et l'USDC. Autant vous dire que dès que Binance met automatiquement un stablecoin en avant, ça moon à mort. Et ça c'est malin parce que comme il est très régulé, le Circle, c'est vraiment quelque chose qui était nécessaire d'avoir des gros exchanges qui le mettent en avant. Jérémy Allaire, j'ai pu faire une interview avec lui sur BFM en direct. Quel personnage. Les mecs, ils ont traversé un DPEG quand même, hein, à cause de leur transparence justement. Satoshi Nakamoto, ça fait maintenant 14 ans qu'il n'a pas donné de nouvelles et qu'il n'a pas fait signe de vie. Alors c'est faux, moi si je dis pas de bêtises, il était intervenu en 2013 pour corriger un bug sur Bitcoin et puis il avait pris la parole après, je crois. Mais ça fait presque 10 ans. Ah bah d'ailleurs ils le disent ici, non attends. Il a pris la parole le 7 mars 2014. Donc il le précise. Mais en gros, voilà, c'est un truc de fou, hein. 10 ans qu'il n'a pas donné signe de vie. 21 Shares, un gros fonds d'investissement qui propose justement des produits sur les crypto-monnaies et qui permet aux institutions de s'indexer sur les crypto-monnaies à travers ces différents produits, font 21 prédictions, si je dis pas de bêtises, c'est ça? 12 prédictions, pardon. Les Layer 2 de Bitcoin décupleront leur TVL global. Pas de surprise là-dessus. La renaissance des revenus d'Ethereum. Il y a une mise à jour qui est attendue, le IP 4844, qui pourrait booster Ether. L'essor des ETP crypto. ETP, si je dis pas de bêtises, c'est l'équivalent européen des ETF. C'est le genre de produit qu'émettent 21 Shares, les ETP. Solana atteindra un sommet historique de TVL. Les Layer 1 stimuleront la prochaine génération de smart contracts. Un nouvel âge d'or pour la DeFi, notamment avec la blockchain d'Uniswap, Unichain, qui devrait arriver. L'intégration des stablecoins dans le secteur institutionnel. La tokenisation qui va transformer le marché du crédit privé. Ça, ce serait vraiment ouf. La blockchain émergera comme un gardien de l'intelligence artificielle. La solution de large bande décentralisée. Ça veut dire quoi, ça? Les solutions de large bande décentralisées maintiendront leur élan. Ah, des réseaux comme Helium. Alors c'est très très drôle. De large bande, ouais. J'avais jamais vu ça écrit de cette façon-là. Les juridictions réévalueront les restrictions sur les crypto-monnaies. Ça, ce serait vraiment génial. Bon, en gros, la perspective de 2025, c'est tout va mouner quand même. Et il faut être capable de prendre du recul parce que c'est une société dont tous les business sont basés dessus. C'est un peu comme si moi, je vous disais, tout ira pour le mieux sur les 12 crypto-monnaies que je détiens dans mon portefeuille. Ce serait un peu simple. Mais en attendant, je suis plutôt
plutôt d'accord avec la plupart d'entre eux. Si vous deviez mettre une note entre 0 et 12, du coup, sur le nombre de prédictions qui, selon vous, semblent vraies, vous mettez quoi comme note? Je suis curieux. Moi, je pense qu'il y aura bien 7-8 prédictions qui seront bonnes. Hein. Les mecs, ils se sont mis devant leur boule de cristal, ils font, on fait 12 prédictions, et on voit ce que ça donne. C'est osé pour eux, hein.